Allongée sur mon lit d'hôpital, je sentais distinctement ma vie toucher à sa fin. Le médecin a dit que ma maladie était le résultat d'un surmenage constant. Durant des décennies, j'ai consacré toute mon énergie à ma famille jusqu'à l'épuisement total de mon corps, mais je ne regrettais rien. Moi, Camille, née à la campagne, sans grande éducation ni diplôme prestigieux. Pourtant, comparée à ces femmes instruites de la ville, je n'avais rien à leur envier. À l'époque, c'est en cultivant la terre, en tuant le cochon, en portant des sacs de ciment et en ramassant des ferrailles que j'ai économisé sou après sou, me privant à chaque repas pour financer les études de mon mari Laurent et me démener pour lui obtenir un poste stable. Je l'ai soutenu lui, ce jeune intellectuel, pauvre orphelin et sans un sou pour qu'il devienne le professeur d'université distingué et élégant qu'il est aujourd'hui. Laurent était un homme modeste, très aimant envers sa femme. Tout le monde admirait ma chance, mon flair infaillible pour choisir un homme. Même ce fils que j'avais trouvé dans la neige est aujourd'hui un adulte marié avec sa propre carrière. Sans être une réussite exceptionnelle, il est au moins un fils pieux et attentionné. En repensant à ma vie, à toutes les épreuves endurées, je me dis que cela en valait la peine, que cette existence n'avait pas été vaine. Je m'accrochais à mon dernier souffle uniquement pour attendre mon mari Laurent et mon fils Julien. Je voulais les voir une dernière fois pour qu'ils m'accompagnent dans mon dernier voyage. Je ne savais pas pourquoi ils n'étaient pas encore là, peut-être coincés dans les embouteillages. Récemment, je venais d'offrir à Julien la voiture dont il rêvait. Il conduisait sans doute trop prudemment, d'où son retard. Ou peut-être, Laurent était-il retenu par une urgence à l'université. Ces dernières années, il était de plus en plus occupé, toujours en déplacement à l'étranger. À son âge, l'université ne savait toujours pas le ménager. Bref, quelque chose devait certainement les retenir. Autrefois, j'aurais attendu en silence avec une patience infinie. Mais maintenant, je ne pouvais plus tenir. Je me suis tournée avec effort vers l'infirmière à mes côtés. Doucement, elle m'a réconfortée. Madame Camille, je vais les appeler pour les presser un peu. Elle a d'abord appelé Laurent. Après une longue sonnerie sans réponse, elle a réessayé. Toujours rien. L'infirmière a alors appelé Julien. L'appel a été coupé après moins de 2 secondes. La panique me faisait tousser sèchement, mon souffle devenait erratique. L'infirmière commençait aussi à s'impatienter. L'un puis l'autre, mais qu'est-ce qui pouvait bien les occuper à ce point, dans un moment pareil? Non, il faut que je rappelle. Cette fois, la chance a tourné. Quelqu'un a enfin décroché. Elle a poussé un soupir de soulagement et a mis le haut-parleur. Monsieur, puis-je vous demander quand vous et votre père comptez arriver, votre mère, Madame Camille, ne pourra peut-être plus attendre très longtemps. Je fixai le téléphone, le cœur rempli d'espoir. Mais la seconde suivante, une voix glaciale et agacée a retenti à l'autre bout du fil. Pourquoi n'est-elle pas encore morte? Et puis ce n'est pas ma mère, une péquenaude sale comme elle en serait digne. Ma vraie mère, c'est Delphine, une célèbre professeure qui a étudié à l'étranger. Je suis en train d'assister au mariage du siècle entre ma mère et mon père. Ne nous dérangez plus, si vous nous faites rater le moment propice, en assumerez-vous la responsabilité? Quant à cette vieille peau qui a usurpé la place de ma mère pendant des décennies, elle ferait mieux de la fermer et de crever en silence. Sur ces mots, il a raccroché froidement sans la moindre hésitation. L'infirmière était pétrifiée, incapable de prononcer un mot. Ma tête bourdonnait comme si 100 éclairs venaient de s'abattre sur moi. C'était donc ça, mon fils. Ce garçon que j'avais chéri de tout mon cœur, que tout le monde disait, si filial, comment pouvait-il prononcer de telles paroles? Et puis ne l'avais-je pas trouvé dans la neige? Pourquoi serait-il le fils de Delphine, le fils de Laurent et Delphine? N'étaient-ils pas simplement de vieux amis, comme frères et sœurs? Et ce mariage du siècle, le jour de ma mort, mon mari en épousait une autre. Je ne pouvais pas comprendre, je ne pouvais pas y croire. La fureur et le doute m'ont submergée. Ma poitrine se soulevait violemment, mon corps tremblait de manière incontrôlable, mes muscles se contractaient. Mes yeux se sont révulsés. À cet instant, au milieu des cris horrifiés de l'infirmière, mon souffle s'est arrêté. Je suis morte les yeux ouverts. Peut-être ma rancœur était-elle trop profonde. Après ma mort, mon âme flottait dans les airs, témoin de scènes qui bouleversaient toute ma perception. Cette route que j'avais arpentée tant de fois en ramassant de la ferraille était maintenant couverte d'un tapis rouge au son des musiques de fête. Un cortège magnifique s'avançait avec une dot somptueuse de 10 lieues. La foule se pressait et au milieu mon mari, l'homme que j'avais aimé toute ma vie, Laurent, vêtu d'une splendide tenue de mariage écarlate, avançait dans une calèche tirée par des chevaux, un sourire timide de jeune homme aux lèvres. Avec une grâce parfaite, il saluait les passants. Sa bouche murmurait des vers. 50 ans de séparation, l'encre peine à dire mon amour. Aujourd'hui, j'épouse la femme de mes rêves, que la nouvelle se répande aux 4 vents. Derrière lui, un landau luxueux magnifiquement décoré éblouissait les regards. À l'intérieur, Delphine, coiffée d'un diadème de phénix, vêtue d'une robe de mariée rouge vif, était d'une beauté radieuse. Le cortège fastueux attirait tous les regards. Un mariage du siècle dans un style traditionnel d'un luxe aveuglant. Le jour où je l'avais épousé, il m'avait dit que sa situation était précaire, qu'il ne pouvait pas m'offrir un vrai mariage. Il m'avait promis de se rattraper plus tard avec une cérémonie grandiose une fois qu'il aurait réussi. Je l'avais cru, je m'étais donné à lui sans dot de tout mon cœur pour le soutenir dans ses études. Plus tard, quand nous en avions eu les moyens, il avait prétexté qu'en tant que professeur, et n'étant plus tout jeune, une grande cérémonie serait ridicule, que cela nuirait à sa carrière.
Je l'avais encore cru me disant que la vie de couple était plus importante que les apparences. D'ailleurs, les enfants étaient grands, pourquoi gaspiller de l'argent? Même à la retraite, j'utilisais ma pension pour économiser, ramassant des ordures pour un sou de plus, espérant mettre un peu de côté pour la famille. Et maintenant, il n'avait plus d'excuses, plus peur de dépenser. En regardant cette scène, j'entendais les murmures de la foule. Quel bel amour d'antan, c'est admirable. Laurent et Delphine, leur nom seul, semble sorti d'un roman. Je vous l'avais bien dit, qu'est-ce que Camille avait en commun avec le professeur Laurent? Il s'avère qu'elle n'était qu'une usurpatrice qui s'est immiscée entre eux. Mon Dieu, ce nom Camille, ça fait tellement paysan, elle est cruelle, vous savez. Incapable d'avoir un enfant, elle a volé celui de Madame Delphine pour l'élever. J'étais si furieuse que je hurlais des insultes, mais personne ne m'entendait. Derrière le cortège, on est passé aux voitures modernes. Ce fils que j'avais élevé avec tant d'amour, Julien, aidé précautionneusement Delphine à monter dans la magnifique voiture neuve que je lui avais achetée. Maman, attention, Delphine, sans se presser, a froncé les sourcils avec dégoût. Je ne veux pas m'asseoir dans une voiture qu'une paysanne a touchée. Julien l'a immédiatement rassurée. Ne t'inquiète pas, maman, cette voiture est impeccable. Je ne l'ai jamais laissée approcher. Le visage de Delphine s'est alors détendu et elle laisse monter satisfaite. Soudain, j'ai tout compris. Pas étonnant qu'après l'achat de la voiture, il ne m'ait jamais emmené nulle part. Chaque fois que je posais la question, il prétextait qu'il ne maîtrisait pas encore bien la conduite, qu'il s'inquiétait pour ma sécurité. En réalité, c'est parce qu'il me trouvait sale. Le convoi s'est mis en route pour s'arrêter devant une luxueuse villa de style traditionnel. Laurent est descendu a pris la main de Delphine. Ma chérie, comme tu le voulais, je ne lui ai jamais parlé de cet endroit et encore moins permis d'y mettre les pieds. Il m'avait donc caché l'achat d'un nid d'amour. Mon mari aussi me trouvait sale. Au milieu de la fête somptueuse, les verres s'entrechoquaient sans fin. C'est alors que le téléphone de l'hôpital a sonné. On informait la famille de mon décès, demandant que quelqu'un vienne signer les papiers et s'occuper des funérailles. Julien a dit « M'occuper de ses funérailles. Ah, je suis déjà bien bon de ne pas lui reprocher de m'avoir enlevé et de m'avoir séparé de ma vraie mère pendant des décennies. » Laurent a ajouté « Ce n'est pas mon devoir. Je ne l'ai jamais considérée comme ma femme. Dans mon cœur, il n'y a que Delphine. Une campagnarde comme elle ne mérite pas que je m'occupe de ses obsèques. » Après ces mots, il s'est tourné vers Delphine et lui a caressé le dos de la main en signe d'admiration. C'est toi la plus intelligente. Tu m'as soufflé cette idée de lui faire croire qu'elle était stérile. Comment sinon aurait-elle accepté de s'occuper de notre fils avec le dévouement d'une domestique? Delphine a esquissé un sourire, les yeux pétillants de triomphe. J'ai ri jusqu'à en pleurer. Delphine. Ah, Delphine. Pour Laurent, pendant toutes ces années, je t'ai considérée comme ma propre sœur, prenant soin de toi, m'inquiétant de ta solitude à l'étranger. Non seulement j'ai tacitement accepté que Laurent t'envoie de l'argent, mais j'en ai moi-même mis de côté pour toi, de temps en temps. Je me suis dévouée pour chacun d'entre vous. Et comment m'avez-vous traité en retour? Vous m'avez manipulée, menée en bateau, sans que je ne me doute de rien. Il s'avère que cette famille que j'ai bâtie à la sueur de mon front n'était qu'un rêve illusoire. Mon mari n'était pas mon mari, mon fils n'était pas mon fils. Ma vie entière n'était que la plus grande des farces. Personne ne s'est souvenu que c'était mon anniversaire, personne n'a eu pitié de moi, personne n'a voulu organiser mes funérailles. Le jour de ma mort est devenu le jour de leur mariage. Quelle ironie! À l'hôpital, l'infirmière était au bord des larmes. Elle a appelé tous les numéros de mon répertoire, mais personne n'a accepté de venir signer les papiers. C'est alors qu'un numéro inconnu a appelé. Elle s'est précipitée pour répondre comme si elle s'accrochait à une dernière lueur d'espoir. En voyant le numéro, je l'ai trouvé vaguement familier. L'appel a été connecté. Un silence, puis une voix incrédule. « Camille, tu as enfin décroché. Je ne voulais pas te déranger, mais j'ai entendu dire que Laurent se mariait aujourd'hui. Vous vous êtes séparés? Ou est-ce qu'il t'a fait quelque chose? N'aie pas peur, s'il ose te faire du mal, je lui donnerai une bonne leçon. N'y pense pas trop, c'est normal que je fasse ça. Après tout, je suis ton frère. » Les deux derniers mots qu'il les a prononcés si bas comme pour lui-même. J'ai soudain reconnu cette voix. Adrien, mon frère adoptif, qui avait vécu avec nous depuis mes 10 ans. Il était intelligent, doux travailleur et si prévenant avec moi. Mes parents avaient plaisanté en disant que nous ferions un beau couple, mais j'avais rencontré Laurent et son charisme m'avait séduite. Comparé à la simplicité d'Adrien, je préférais cet intellectuel de la ville qui me parlait d'amour avec des mots fleuris. J'ai donc traité Adrien comme un simple frère passant mes journées à tourner autour de Laurent. Après mon mariage, Laurent, craignant les commérages, m'avait interdit de garder le contact avec lui, prétextant que ce n'était pas un vrai frère et qu'il fallait éviter les rumeurs. Ainsi, depuis des années, nous ne nous étions plus parlé. Mais pourquoi disait-il que je ne répondais pas à ses appels? Adrien a continué comme s'il avait l'habitude de parler seul, sans attendre de réponse de ma part. Ah, au fait, as-tu encore de l'argent? Ne sois pas trop économe, ne te laisse pas aller. C'est ton anniversaire aujourd'hui, je t'ai viré de l'argent sur ton ancien compte. Ne t'inquiète pas pour moi, je suis un homme, je ne sais pas quoi faire de mon salaire. Je me souviens que tu aimes les vêtements à motifs, achète-toi quelques belles tenues, tout te va si bien.
Mes yeux se sont embués de grosses larmes, ont coulé. Durant toutes ces années, il était le seul à être resté le même avec moi. Pas étonnant que ce numéro me soit familier. Je l'avais vu plusieurs fois sur le téléphone de Laurent, et ce compte bancaire, c'était sûrement celui de Laurent. Il s'était fait passer pour moi pour recevoir de l'argent pendant toutes ces années et je n'en avais jamais vu un centime. De toute ma vie, mon mari ne m'avait jamais offert un seul vêtement neuf. Et moi-même, cela faisait des années que je ne m'étais rien acheté. Mon mari et mon fils me disaient toujours que j'étais vieille, que ma silhouette était abîmée, que plus rien ne m'allait. L'infirmière qui n'avait pas tout compris au début me regardait maintenant avec une immense pitié. Finalement, elle n'a pu retenir sa voix étranglée. Je suis désolée, Madame Camille est décédée il y a 2 heures. Pouvez-vous venir signer les papiers pour les funérailles? Un silence de mort à l'autre bout du fil, suivi du bruit sourd d'un objet lourd tombant au sol. Quand la voix est revenue, elle était brisée confuse. Une demi-heure plus tard, un homme âgé est apparu à la porte de la chambre d'apparence simple, une canne à la main. Bien que vieilli, ses traits restaient de force, sa silhouette grande et mince, seule sa jambe droite boitait légèrement. Il avait couru si vite qu'il avait failli s'effondrer. En voyant le corps recouvert d'un drap blanc sur le lit, il s'est figé, n'osant plus avancer sa main tremblante, agrippant sa canne. Lentement, il a tendu la main, a soulevé avec précaution un coin du drap. Son regard s'est vidé comme s'il avait perdu toute vitalité. Il a doucement refermé mes yeux, puis s'est effondré au sol épuisé. Sa voix était rauque, un murmure de douleur. Je pensais que si je ne te dérangeais pas, tu serais heureuse. Je me suis trompée. Je me suis tellement trompée. Si je n'avais pas lâché ta main cette année-là, peut-être que les choses auraient été différentes. En disant cela, il s'est pris la poitrine secouée par une toux violente et a fini par cracher une giclée de sang, un rouge éclatant aussi vif que le cordon rouge délavé qu'il portait encore à son poignet. Longtemps après, il a sorti de sa poche, en tremblant, un tissu qui enveloppait une liasse de billets usés et un livret d'épargne. Il l'a tendu avec soin à l'infirmière. S'il vous plaît, achetez-lui une belle tombe, merci. C'est alors que j'ai réalisé que de toute sa vie, il n'avait jamais révélé le secret enfoui dans son cœur. Regret, rancœur, fureur, douleur, impuissance, toutes les émotions se sont mélangées, m'ont submergée. Si je pouvais revivre, je ne me laisserais jamais subir de telles tragédies. Soudain, tout est devenu noir et j'ai perdu conscience. Camille, Adrien et toi, vous êtes sûrs de vouloir partager tous vos points de travail d'aujourd'hui avec Laurent et Delphine. Le soleil brûlant filtrait à travers les fentes de mon chapeau de paille, éblouissant, éclatant, mais si réel. J'étais vraiment revenue à la vie, revenue à mes 17 ans. À cette époque, Laurent et Delphine étaient arrivés à la campagne depuis 1 an et demi dans le cadre d'un programme de retour à la Terre. Contrairement aux autres jeunes intellectuels, ils travaillaient rarement au champ. Pas de travail, pas de point de travail. Pas de point de travail, pas de part de nourriture. Au début, ils vivaient de leurs économies et des allocations de l'État. Puis ils m'ont rencontré. Il suffisait que Laurent se plaigne d'un « je ne me sens pas bien » pour que je prenne en charge la majeure partie de son travail et de celui de Delphine, leur donnant même en secret une partie de mes points. Il se plaignait que la nourriture de la cantine collective était fade et qu'il fallait se battre pour en avoir. Alors chaque jour, je leur préparais de bons repas qu'ils venaient de manger chez moi. Avec le temps, ils ont considéré cela comme un dû devenant même de plus en plus exigeant. Comme maintenant. Ils venaient de passer moins de 5 minutes au champ et voulaient déjà partir. De toute évidence, ils n'avaient aucune intention de fournir le moindre effort. Tout le travail retombait sur moi. Et ce que je ne pouvais pas faire, c'était naturally Adrien qui s'en chargeait pour moi. En d'autres termes, nous nous échignions au travail pour leur rapporter des points. Non loin de là, un jeune homme mince à la peau blanche et une jeune femme délicate s'approchaient. À 18 ans, Laurent avait un visage fin, le regard empreint de l'arrogance d'un intellectuel. Il m'a tendu une fleur des champs déjà fanée par le soleil, déclamant d'un air poétique « Camille, tu es la grande goutte de rosée au creux de la fleur et je suis la petite goutte sur son pétale. Cette fleur te ressemble, je te l'offre. » Ne me voyant pas réagir, il a cru que j'étais une fois de plus subjuguée par ses belles paroles. Un air de satisfaction a traversé son regard comme si tout était sous son contrôle. Aujourd'hui, Delphine et moi ne nous sentons pas bien, nous rentrons. Bon courage, n'oublie pas de nous donner un supplément de points d'accord. Puis il a ajouté « Ah, au fait, ce soir, nous aimerions manger du poulet sauvage et des pommes des bois. » Delphine est fatiguée ces derniers temps, elle a besoin de se refaire une santé. Dis à Adrien de préparer ça pour nous. À côté, la jeune femme, coiffée d'un chapeau de paille, un nénuphar rose à la main, avait un visage délicat et une silhouette fragile. Merci d'avance, Camille. Tu sais, je n'ai jamais fait de travaux pénibles. Depuis que je suis à la campagne, ma santé est si fragile, je ne peux pas me comparer à toi. Tu as grandi ici, tu es si forte et endurante, c'est vraiment admirable. Il semblait si sûr que j'allais accepter qu'ils ont tourné les talons pour partir. Je les ai regardés s'éloigner, leurs silhouettes si proches, une intimité évidente flottant entre eux. J'ai serré les dents si fort qu'elles ont failli se briser. Leur relation était si claire, comment avais-je pu être si aveugle dans ma vie antérieure? Arrêtez-vous! J'ai serré les poings, m'efforçant de rester calme. Ils se sont retournés, l'air stupéfait. J'ai regardé la fleur fanée dans ma main, j'ai ri froidement et je l'ai levée bien haut pour
Pour que tout le monde la voie, ma voix plus forte que d'habitude, les gens de la ville ont vraiment de l'esprit. Une fleur fanée en échange de points de travail, c'est mieux qu'un capitaliste. Ceux qui ne savent pas penseraient que vous êtes plein de bons sentiments. Ceux qui savent pensent que vous êtes des profiteurs sans vergogne. À peine avais-je fini ma phrase que des rires étouffés se sont élevés parmi les paysans au travail. Le visage de Laurent a changé visiblement vexé. Delphine était tout aussi surprise. Camille, que veux-tu dire? C'est Laurent qui a passé beaucoup de temps à choisir cette fleur pour toi. Oh, alors vous avez le temps de vous promener pour admirer les fleurs, mais pas la force de travailler au champ. En apparence de jeunes intellectuels venus participer au programme de retour à la Terre pour se rééduquer, mais en réalité des esprits rétrogrades venus ici pour se la couler douce. Cette phrase a immédiatement provoqué l'indignation de la foule, surtout parmi les jeunes intellectuels qui travaillaient sérieusement et qui ne les portaient pas dans leur cœur. Depuis que Laurent et Delphine sont ici, je ne les ai presque jamais vus travailler. C'est vrai, nous, on est tout noirs à force de prendre le soleil, et eux, ils sont toujours aussi blancs et lisses. Incapables de s'en sortir en ville, ils viennent à la campagne s'accrocher au jupon d'une femme. Pendant que nous suons sang et eau, ils flirtent en cachette au bord de l'étang. Dans ma vie antérieure, en entendant de telles paroles, je me serais immédiatement interposée pour défendre Laurent. Je n'aurais pas supporté qu'on dise du mal de lui, mais à présent, je suis restée silencieuse comme pour acquiescer. Les murmures se sont amplifiés. Les visages de Laurent et Delphine sont devenus blêmes. Terrifiés et furieux, ils s'apprêtaient à se justifier. C'est alors que j'ai porté la main à mon front, j'ai chancelé un peu et je me suis tenu la poitrine l'air souffrant. Burk, j'ai craché une bouchée de sang. La foule a immédiatement paniqué, poussant des cris d'effroi. Laurent et Delphine terrorisés ont reculé de quelques pas, le visage exsangue. Au moment où j'allais m'effondrer, une paire de mains fortes et solides m'a soudainement attrapée par la taille, me maintenant debout. La seconde suivante, je me suis sentie légère, soulevée et serrée dans une étreinte ferme. La mâchoire du jeune homme était contractée, ses cheveux trempés de sueur sous le soleil éclatant. Il avait accouru du champ voisin et son souffle était encore court. « Camille, où as-tu mal ?» Cette année-là, Adrien avait 17 ans comme moi. Il était grand et robuste, la peau tannée par le soleil, les traits anguleux et volontaires. C'était un garçon silencieux travailleur qui paraissait simple et un peu rustre. Je l'ai regardé, j'ai pris une profonde inspiration pour calmer le tumulte de mes émotions. Il fallait d'abord gérer l'urgence. Je lui ai discrètement pincé le coude. C'était notre signal secret d'enfance quand nous préparions un mauvais coup. Comme prévu, il m'a regardé surpris. Pendant 2 secondes, ses épaules tendues se sont détendues, mais ses mains ne m'ont pas lâché, me tenant toujours aussi fermement. Je me suis appuyée contre lui d'une voix faible. J'ai toujours été en bonne santé, jamais malade, mais depuis 6 mois, mon corps s'affaiblit de jour en jour. Tu peux. Frère Adrien, a dit quelqu'un, elle fait trop de choses qui ne la regardent pas, elle s'épuise. Le visage d'Adrien était grave. C'est vrai, Camille a besoin de repos. Adrien avait un don pour la médecine, il connaissait toutes les herbes de la montagne et tout le monde au village l'appelait le petit guérisseur. Ses paroles avaient du poids. La foule a commencé à chuchoter. Mon Dieu, je l'ai vue grandir, elle était si robuste et maintenant elle crache du sang à force de travail. Et certains qui se plaignent sans cesse de leur santé fragile passent leur temps à gambader, ne serait-ce pas de la comédie. Ça fait longtemps que ça me dérange. Les gens de la ville, ça leur donne le droit de nous mépriser, nous les filles de la campagne. Tout le monde sait que Camille est la fille la plus admirable du village. Son père est le maire. Sa mère est une ouvrière chevronnée de l'usine de textile. Depuis l'enfance, elle est promise à un garçon qui s'est chassé et soigné toute sa famille, la chérie. Avant l'arrivée de ces intellectuels, je n'avais jamais vu Camille faire des travaux aussi pénibles. Certains feraient mieux de comprendre et de se débrouiller seuls désormais au lieu de vivre sur le dos des autres. Laurent et Delphine étaient rouges de honte et de colère. À ce moment, une femme du village m'a regardée en secouant la tête. « Camille, ma petite, je vais te dire une chose, il faut bien choisir son mari. Ces beaux parleurs qui traînent avec une fille louche, ce n'est pas fiable. » Les anciens ont vraiment un œil avisé. J'ai hoché la tête. Tout. Vous avez raison, ma tante, ce genre d'homme n'est pas à prendre. J'ai été trop stupide. À partir d'aujourd'hui, leurs points de travail, ils se les gagneront eux-mêmes. La comédie d'aujourd'hui n'était que la première étape pour rompre avec eux. Si je n'avais pas pris les devants, connaissant leur nature, ils auraient sûrement tenté de renverser la situation. Ils auraient pleuré, joué les victimes fait croire que j'agissais par dépit amoureux. Les gens n'auraient vu le problème que de mon côté. Mais maintenant, c'était différent. Après, aujourd'hui, tout le monde se souviendrait seulement à quel point qu'ils avaient profité de moi. Camille, ignorant les 2 autres cloués au pilori par la foule, Adrien m'a porté loin de la cohue à travers la bambouserie silencieuse jusqu'à la maison. Je me suis immédiatement relevée, cessant de feindre la maladie. J'allais le taquiner quand je l'ai vu immobile, fixant ses bras vidés l'air un peu désemparé. Ses longs cils se sont baissés, cachant une lueur de solitude dans son regard. Sa voix était un peu hésitante. Tout à l'heure, j'ai été brusque, je vais leur expliquer clairement.
Ah, c'est vrai. À 17 ans, pour conquérir l'élu de mon cœur, j'avais délibérément mis de la distance entre Adrien, mon ami d'enfance, et moi. J'avais peur des malentendus, peur de nuire à mon image. Être portée par lui en public était impensable. Même échanger quelques mots de plus devait se faire avec précaution. Mais je n'étais plus la Camille de 17 ans. Je l'ai taquiné ouvertement. Aimer quoi? Tu as peur qu'on se méprenne sur notre relation? C'est vrai que les garçons, ça grandit vite, on ne peut plus les retenir. Il a aussitôt relevé la tête paniqué. Non, Camille, ce n'est vraiment pas ça. Pas ça, quoi. Il a voulu dire quelque chose, mais s'est tu. Son visage était devenu tout rouge. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Même si Adrien était un peu lent, il a compris que je le taquinais. Son regard s'est fait complexe, teinté d'impuissance. Où t'es-tu blessé tout à l'heure? Il m'a fallu une seconde pour comprendre, puis j'ai ri. Ah, tu parles de ça, c'est juste un saignement de gencive. Ouvre la bouche que je vois. Depuis l'enfance, Adrien était mon dentiste attitré. J'ai ouvert la bouche par habitude, mais en croisant son regard sombre et sérieux, je me suis sentie un peu gênée et je l'ai refermé précipitamment. Allez, sois sage, je vais vérifier si ce n'est pas enflammé. Si ça s'infecte et se transforme en carie, ce ne sera pas bon. Mon corps s'est raidi. Surtout pas. Dans ma vie antérieure, mes dents étaient saines, mais après mon mariage avec Laurent, j'ai eu des caries. La vie était dure à l'époque pour avoir un peu de douceur en bouche, sans pouvoir s'offrir les confiseries du magasin. Je n'achetais que du sucre roux, bon marché que je grignotais petit à petit. Un paquet pouvait durer des mois. Progressivement, mes dents ont commencé à se gâter. Chaque fois qu'une carie se réveillait, la douleur me faisait me rouler par terre. Mais une fois la douleur passée, je reprenais un peu de sucre, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'à plus de 60 ans, il ne me reste plus beaucoup de dents saines. Plongée dans mes souvenirs, j'ai senti un doigt rugueux toucher le coin de mes lèvres, ouvrant doucement ma bouche. Son regard s'est fixé sur mes dents, les examinant méticuleusement. Il a regardé si longtemps que ma bouche s'est remplie de salive et que je l'ai refermée par réflexe. Ma langue a malencontreusement effleuré le bout de son doigt, un contact fugace. Nous nous sommes tous les deux figés, son doigt qui est resté suspendu un instant avant de se retirer brusquement. Ce n'est rien, juste une légère inflammation. Puis il s'est retourné, a pris une pince en bambou dans un coin et s'est dirigé vers la sortie. Je l'ai vite interpellé. Où vas-tu encore dans la montagne? Ces deux-là sont solides, comme des bœufs, ils n'ont pas besoin de fortifiants. Sans se retourner, il a laissé paraître ses oreilles devenues toutes rouges. Je vais chercher quelque chose de bon pour toi. La forêt derrière le village regorgeait de gibier, mais elle était dense, la montagne escarpée, pleine de serpents et de dangers. Les gens ordinaires n'osaient s'aventurer qu'en lisière pour cueillir des herbes sauvages et des champignons. Seuls les plus courageux et les plus habiles osaient s'enfoncer plus profondément pour chasser les délices de la forêt. C'est pourquoi, pour manger de la viande, la plupart des gens devaient utiliser de l'argent et des tickets de rationnement. Autrefois, quand chaque foyer ne pouvait manger de la viande qu'une fois par mois, notre famille était plus aisée et pouvait s'en offrir une fois par semaine. Mais depuis l'arrivée de Laurence et Delphine, habitués au riz blanc et à la farine fine, ils voulèrent de la viande et des légumes à chaque repas. Ils avaient beau être minces, ils mangeaient comme quatre. Pour les satisfaire, les réserves de la maison fondaient à vue d'œil. La viande manquait et il fallait compter sur Adrien pour aller chasser en montagne. Mes parents m'aimaient et Adrien cédait toujours à mes caprices. Même s'il fallait nourrir deux bouches étrangères en ces temps difficiles, ils ne se sont jamais plaints, travaillant juste plus dur. Pour être précise, notre famille de 4 personnes s'est échinée à nourrir Laurent et Delphine. Mais à partir d'aujourd'hui, c'était fini. Adrien, une serpe à la main, m'ouvrait le chemin et je le suivais de près. Il était plus silencieux que d'habitude, aujourd'hui son regard mêlé d'impuissance et de reproche. Il jugeait la montagne trop dangereuse et ne m'avait jamais laissé l'accompagner. Mais cette fois, je n'ai pas cédé. Je ne me souvenais plus exactement quand il s'était cassé la jambe dans ma vie antérieure. Je savais seulement que c'était une nuit de pluie, j'avais une forte fièvre, il était parti en montagne, chercher des herbes et avait disparu une partie de la nuit. Quand on l'a retrouvé, il était couvert de sang. Dans cette vie, je ne laisserai pas cela se produire. Une fois les pièges posés, il n'y avait plus qu'à attendre. Silencieusement, il m'a tendu une branche de mûre, les fruits bien charnus, cueillis, on ne sait quand. J'ai été surprise un instant, puis je l'ai prise. En un éclair, j'ai eu l'impression de revenir à l'époque, avant Laurent. J'adorais suivre Adrien partout. Quoi qu'il fasse, je voulais être là, sauf pour la montagne. De peur que je m'ennuie, il me consolait toujours, soit avec de la nourriture, soit avec un petit jouet. En mangeant les mûres, j'ai senti la distance qui s'était installée entre nous depuis plus d'un an s'évanouir. C'était comme si en me retournant, je le trouverais toujours là, n'ayant jamais bougé. Le fin voile entre nous s'est progressivement dissipé dans cette proximité silencieuse. Au loin, un bruit étrange provenant d'un piège a retenti. Le regard d'Adrien est devenu aussi perçant que celui d'un faucon, ses bras musclés se sont tendus comme un léopard, prêt à bondir. En un clin d'œil, il s'est élancé. À son retour, il tenait un gros poulet sauvage bien gras, pris dans un piège en bambou. En redescendant, il a cueilli quelques champignons frais. Après la pluie, le sentier était glissant. Inattentive, j'ai failli glisser et dévaler la pente. Il m'a attrapé vivement par le bras, me stabilisant. Il a soupiré et a enfin parlé d'une voix grave. Camille, la montagne est très dangereuse, ne me suis plus la prochaine fois.
Sans réfléchir, j'ai rétorqué, mais c'est encore plus dangereux pour toi tout seul. Je veux venir avec toi. Il a levé les yeux vers moi, son regard sombre et profond, reflétant mon visage. Après quelques secondes, il n'a plus rien dit, ralentissant. Simplement son pas, le rendant plus sûr pour que je puisse suivre. En été, vers 17 ou 18 heures, la plupart des gens travaillaient encore au champ. En approchant de la maison, la porte de nos voisins s'est ouverte et une jeune fille en chemisier bleu en est sortie, les cheveux noirs tressés en deux longues nattes, un œil à simple paupière, l'autre à double, un regard vif et malicieux. C'était Léa. Nous avions été les meilleurs amis du monde pendant plus de 10 ans. Mais depuis l'arrivée de Laurent et Delphine, notre relation s'était fissurée. Elle ne supportait pas de me voir me plier en quatre pour Delphine, ni mon engouement aveugle pour Laurent. Elle m'avait souvent dit avec colère que j'étais envoûtée, me conseillant de m'éloigner d'eux, mais je n'écoutais pas. Avec le temps, elle a cessé de s'en préoccuper. Ce n'est que la veille de mon mariage dans ma vie antérieure qu'elle est venue me voir, chose rare me glissant dans la main, 5 francs, une somme énorme à l'époque en guise de cadeau de mariage. Les yeux rouges, elle m'a reproché de ne pas savoir reconnaître les gens, de ne pas chérir ceux qui étaient à mes côtés, tout en espérant en larmes que ma vie future serait heureuse. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle aimait Adrien. Avec le recul, elle n'avait jamais caché ses sentiments, c'est juste que toute mon attention était tournée vers Laurent et que je n'avais rien vu. Nous étions alors dans la pire phase de notre relation, en guerre froide depuis 3 mois. Elle ne m'a même pas jeté un regard, s'est dirigée droit vers Adrien et lui a tendu 2 brioches à la viande, encore chaudes enveloppées dans du papier huilé. Adrien, tu as dû bien travailler aujourd'hui. Ma mère vient de faire des brioches aux haricots rouges et à la viande. Prends-en 2 pour te requinquer. À cette époque, la farine blanche était un luxe et la viande encore plus. Adrien a reculé de 2 pas d'une voix neutre. Non merci, c'est gentil. Ah, j'avais oublié que tu n'aimes pas les haricots rouges. Elle semblait s'attendre à son refus et n'a pas paru surprise. Son regard a juste balayé le mien un instant, comme si elle mentionnait en passant. Il paraît que quelqu'un était si fatigué aujourd'hui au champ qu'il en a craché du sang. C'est normal, refuser de manger la nourriture de sa propre maison pour la donner à 2 loups aux yeux bleus, c'est plus généreux que le Bouddha se sacrifiant pour nourrir les aigles. Aujourd'hui, tu as de la chance, ces 2 brioches, c'est cadeau pour toi. Sur ce, elle m'a fourré le paquet dans la main et a claqué la porte. Adrien, à côté, retenait son souffle, attendant ma réaction. Dans ma vie antérieure, j'étais du genre à m'emporter facilement, à l'exception de ces 2-là, la moindre remarque me faisait bondir. Mais cette fois, j'ai pris tranquillement une brioche, j'en ai mordu un morceau et j'ai commenté en mangeant « Refuser quelque chose de gratuit, c'est être idiot. C'est vrai que c'est bon. » À 17 ans, je ne comprenais pas ce que signifiait avoir un cœur tendre sous des dehors bourrus. Mais maintenant, je savais très bien. Adrien n'aimait pas les haricots rouges. Léa le savait pertinemment. Moi, j'adorais ça. Elle le savait aussi. Pour qui étaient vraiment ces brioches, c'était évident. Autrefois, pour m'adapter au goût de Laurent et Delphine, je cuisinais toujours sans saveur. Mais en réalité, toute ma famille aimait les plats épicés. Le poulet sauvage est meilleur sauté avec des piments frais. Je suis allée à la cuisine, Adrien a allumé le feu. D'un coup de couteau, le poulet a été rapidement découpé en morceaux, partagés en 2. Une moitié mise de côté, l'autre lavée et trempée dans l'eau salée pendant 20 minutes pour enlever l'odeur, puis égoutter. Dans la poêle chaude, j'ai fait revenir de l'ail, des oignons, des piments et du gingembre, puis j'ai ajouté le poulet. L'huile de colza et les épices chauffées se sont mélangées à la viande, libérant tous leurs arômes. Une odeur alléchante a envahi l'espace. Adrien a relevé la tête et en croisant son regard étonné, j'ai détourné le visage nonchalamment. Après des décennies comme domestique, ne pas savoir cuisiner serait étrange. Certaines choses ne peuvent pas s'expliquer, il faut juste faire avec. J'ai évité son regard scrutateur. J'ai monté un autre foyer et j'ai utilisé le reste du poulet pour faire une soupe en ajoutant des champignons sauvages pour plus de saveur. En voyant cela, sa main s'est un peu arrêtée en ajoutant du bois au feu. Mais il a rapidement baissé les yeux et a continué son travail. Absorbé par ma cuisine, je n'ai pas remarqué ce petit changement. Ensuite, j'ai préparé un plat de choux sauté à l'ail et un tofu épicé. L'odeur dans la cour est devenue de plus en plus intense, donnant l'eau à la bouche. C'est à ce moment que mes parents sont rentrés. Mon père qui conduisait le tracteur de l'équipe de production toute la journée et ma mère qui sortait de l'usine de textile. En sentant l'odeur, mon père a reniflé et s'est exclamé « Aujourd'hui, on va se régaler ». Ma mère a grogné. « Pourquoi tu ris? Tu crois que c'est pour toi? Tu auras tout au plus un peu de bouillon. Si tu prends 2 bouchées de plus, ta chère fille s'inquiétera que ces 2 invités de marque meurent de faim. » Hop là. Je sortais juste avec la marmite de soupe au poulet et j'ai entendu ça. Gênée, j'ai baissé un peu la tête. Nourrir 2 bouches gratuitement, il était impossible que ma mère n'ait aucune rancœur. Le fait qu'elle ne m'ait pas donné une bonne correction tenait seulement au fait que j'étais sa fille. Ma mère a fusillé du regard la marmite dans mes mains agacée. « Regarde-moi ça », elle leur a même préparé une marmite séparée. « Fais pas de télé ?»
Le visage d'Adrien s'est encore un peu assombri et j'allais ouvrir la bouche pour protester. C'est alors que les deux personnes que je détestais le plus sont apparues. Pour la première fois de leur vie, ils avaient vraiment travaillé au champ et Laurent et Delphine étaient épuisés en sueur. En entendant les paroles de ma mère, leurs jambes chancelantes se sont empressées pleines d'enthousiasme. Laurent a même tiré vivement Delphine par la main, tout sourire. Delphine Camille nous a préparé de la soupe de poulet. De la soupe mon œil, vous croyez que vous le méritez? Sans étranger, je n'avais plus besoin de faire semblant. J'ai tourné le dos, je les ai évités, je leur ai lancé un regard noir, je les ai contournés et je suis allée directement chez les voisins, les laissant plantés là, stupéfaits. Quant aux trois autres, Adrien a été surpris un instant, mais un léger frémissement a agité ses lèvres comme s'il voulait rire mais se retenait. Mes parents, eux, semblaient avoir assisté à un phénomène paranormal. Je me suis retrouvée devant la porte de Léa. De l'intérieur, on entendait d'une dispute. Espèce de petite peste, les deux brioches à la viande ont disparu, tu ne les aurais pas données à ceux d'à côté par hasard. Mais non, je les ai mangées. Tu mens comme tu respires, ton petit frère a tout vu, tu te crois riche, va donc étaler ta générosité. Eux, ils mangent des mets raffinés et je ne les ai jamais vus te donner ne serait-ce qu'une miette. Et toi, tu t'obstines à jouer les bonnes samaritaines. Maman, arrête, ils mangent encore du poulet aujourd'hui. S'ils te donnent ne serait-ce qu'une goutte de leur soupe, je t'appelle maman sur le champ. La seconde suivante, j'ai pris une grande inspiration et j'ai crié « Léa, ouvre la porte, je t'apporte de la soupe de poulet ». Un silence s'est fait à l'intérieur. La porte s'est ouverte. Madame Martin, la mère de Léa, m'a regardée embarrassée avec un sourire crispé. Léa, elle se tenait juste en face de moi. Nous nous sommes regardés fixement, puis sans nous concerter, nous avons éclaté de rire. Elle me comprenait et je la comprenais. Tout pouvait encore être réparé, un simple geste et entre amis, il n'y a pas de vraie rancune. De retour à la maison, les deux autres étaient toujours figés comme des statues devant la porte. Mes parents, eux, étaient déjà assis sagement attendant que je serve le repas. En me voyant tirer une chaise et m'asseoir nonchalamment, sans plus les inviter chaleureusement, comme avant, les visages de Laurent et Delphine se sont décomposés. Laurent a jeté un coup d'œil à la table, a froncé les sourcils. « Camille, même si les plats que tu as préparés aujourd'hui ne sont pas à notre goût, on peut s'en contenter. Fais-nous donc bouillir 4 œufs et ajoute 2 bols de riz blanc. » Toujours ce ton autoritaire et condescendant. Quand comptez-vous payer la nourriture? Ça fait plus d'1 an que vous mangez à l'œil et vous comptez continuer. Je me souviens que quelqu'un avait juré sur sa poitrine qu'il ne profiterait pas d'un seul sou. Apparemment, ce n'était que des mensonges. Mon Dieu, je n'aurais jamais cru que l'intellectuel Laurent était ce genre de personne. J'ai volontairement étiré ma phrase d'un ton sarcastique et exagéré. À l'adolescence, Laurent était l'incarnation de l'orgueil, son amour-propre était tel qu'il ne supportait pas la moindre critique. Il disait toujours aux autres qu'il me payait pour la nourriture, que les gens le croient ou non, au moins les apparences étaient sauves. Comme prévu, il s'est figé, puis a immédiatement tenté de se justifier. « Je n'ai jamais dit que je ne paierais pas, c'est juste que tu n'en as jamais parlé, je ne savais pas combien je devais. » À côté, Delphine lui a tiré discrètement le coin de sa chemise, le regard méfiant. J'ai éclaté de rire. Vous mangez pour 7 sous par jour chacun. Ça fait plus d'1 an, j'arrondis, ça fait 300 francs. Payés. En 1976, le revenu moyen d'un paysan n'était que de quelques francs par mois et encore il fallait le convertir à partir des pointes de travail. Seuls les ouvriers titulaires en ville avaient un salaire fixe et des tickets de repas de rationnement. Même ma mère, une ouvrière expérimentée, ne gagnait que 15 francs par mois. Alors ces deux-là qui étaient comme des chômeurs. En entendant la somme, ils ont été abasourdis, manquant de s'étrangler. Combien? J'ai souri froidement. Vous mangez mieux qu'au restaurant national chaque jour. Et encore, je vous fais un prix. C'est trop cher maintenant, vous ne pouvez pas payer. Quand vous mangiez, vous ne trouviez pas ça cher. Le visage de Laurent est devenu écarlate. Il voulait protester, mais ne pouvait nier que la nourriture chez moi était la meilleure du village. Finalement, il n'a pu que pincer les lèvres me regardant avec déception, usant de sa tactique habituelle pour me punir par l'indifférence. « Camille, je te croyais différente des autres filles de la campagne, mais je vois que tu es aussi vulgaire, matérialiste et calculatrice. » Delphine n'a rien dit, mais son regard exprimait le même mépris. Dans ma vie antérieure, cette tactique fonctionnait à chaque fois. Une seule phrase de ce genre et mon cœur fondait, je m'empressais de les amadouer. Mais maintenant, je n'avais même plus envie de les regarder, je ne ressentais que du dégoût. J'ai posé mes baguettes, j'ai regardé autour de moi. Telle mère, telle fille. Ma mère a tranquillement sorti un balai et me l'a tendu. Sans un mot de plus, j'ai brandi le balai pour les chasser. Sachez-le, non seulement je suis matérialiste, mais je suis aussi une vraie teigne. Laurent a rapidement attiré Delphine dans ses bras pour la protéger. Se débattant pour éviter les coups, il n'a pas oublié de crier avec arrogance « Camille, tu es forte, mais même si tu me supplies plus tard, je ne te jetterai plus un seul regard, nous n'avons pas besoin de ta nourriture. » À peine avait-il fini sa phrase qu'un os de poulet rongé est tombé du ciel, atterrissant précisément sur son front, accompagné d'une voix moqueuse venant de la maison voisine. Une telle effronterie ne mérite que de ronger des os et ça ose encore faire la fière. Après ce chaos, la cour a enfin retrouvé son calme. Mes parents se sont regardés et ont hoché la tête satisfaits.
Notre fille a enfin ouvert les yeux. Cette inflammation au cerveau lui a fait du bien. Un crachat de sang et elle a vomi toute l'eau qu'elle avait dans la tête. Maman Camille, c'est un jour de fête, buvons 2 verres. Mon père a sorti avec enthousiasme une bouteille d'alcool réservée aux grandes occasions, a rempli 2 verres, puis un troisième qu'il a posé devant Adrien en souriant. Adrien n'avait pas encore réagi que ma mère s'est exclamée « Eh vieil homme, tu donnes de l'alcool à des enfants ?» Mon père l'a arrêté d'un geste de la main, un sourire malicieux aux lèvres. Aujourd'hui, mon futur gendre a bien envie de boire, n'est-ce pas? Les oreilles d'Adrien sont devenues instantanément rouges, mais son regard était déterminé et il a hoché la tête. Au moment où il a levé son verre, nos regards se sont croisés. Ses yeux sombres et profonds brillaient d'une lueur si intense qu'elle m'a troublée et j'ai détourné le regard. Ma mère m'a regardé, puis l'a regardé et a hoché la tête vigoureusement. C'est vrai, il fait chaud, boire un peu aide à bien dormir. Tu manques d'attente. Peut-être était-ce l'impression laissée par mon esclandre ou la peur que je réclame ma dette colossale, mais après ce jour, ils n'ont plus osé rôder devant moi. Bien sûr, c'était aussi en partie parce que je n'allais plus travailler au champ et que je ne sortais presque plus de la maison. Après plus d'un an au soleil, ma peau autrefois blanche et lisse était devenue rugueuse et jaunâtre. Paniquée, je me faisais des masques de concombre tous les jours. Quelle fille n'aime pas être belle? Heureusement, ma peau blanchit facilement et avec de la persévérance, elle s'est améliorée. Si seulement j'avais une crème de beauté. Une crème de marque parisienne était un produit de luxe à cette époque. Un petit pot coûtait le salaire d'un mois d'un ouvrier moyen. Non seulement c'était horriblement cher, mais il fallait aussi des bons d'achat spéciaux. Et même avec l'argent et les bons, ce n'était pas garanti, car c'était un produit rare que tout le monde s'arrachait. Pour l'instant, je ne pouvais qu'y penser. Une nuit, ne trouvant pas le sommeil, je me suis habillée et je suis sortie en cachette. À peine avais-je franchi la porte que le jeune homme de la chambre d'en face, qui s'apprêtait à dormir, a ouvert les yeux. Le dortoir des jeunes intellectuels était situé à l'entrée du village, séparé des habitations par une grande roselière. Les roseaux y poussaient si denses que c'était, disait-on, l'endroit idéal pour les rendez-vous secrets. Dans le silence de la nuit, sous un ciel sombre où seule la lune et les étoiles scintillaient, les bruits suspects venant de la roselière résonnaient avec une clarté particulière. En entendant les voix, j'ai failli éclater de rire. Je voulais juste faire un tour et voilà que je tombais sur une scène intéressante. Laurent, la nourriture de la cantine est immangeable. Regarde comme j'ai maigri ces derniers temps. Le dortoir est étroit et étouffant, il pleut à l'intérieur quand il pleut, et il y a des gens qui ronflent si fort que je n'arrive pas à dormir. La voix de Delphine était pleine de griefs, ce qui a fait soupirer Laurent de compassion. Ma pauvre Delphine, tu souffres. Laisse-moi trouver une solution. N'as-tu pas dit qu'il y avait une chambre de libre chez Camille Laurent? Va donc l'amadouer un peu. Elle t'écoute toujours. Oui, l'amadouiller, attends un peu. Vu à quel point elle est folle de moi, il ne faudra pas 2 jours pour qu'elle vienne nous supplier de nous installer chez elle comme un petit chien. Oh, PC. Tu as raison, je te crois. Aussitôt, les bruits dégoûtants se sont intensifiés. Mes doigts se me démangeaient, j'avais envie d'écraser quelque chose. J'allais me retourner pour trouver un outil quand j'ai vu à côté de moi un gros et long bâton tendu juste devant moi. Celui qui n'aurait pas dû être là, Adrien, s'est juste touché le bout du nez avec un sourire parfaitement calme, comme pour dire « les bonnes actions sont anonymes ». J'ai haussé un sourcil, je l'ai pris aussitôt, je me suis baissée un peu, j'ai visé et j'ai frappé de toutes mes forces. Toute une parcelle de roseaux s'est affaissée recouvrant complètement les 2 individus à l'intérieur, bloquant totalement leur vue. Des cris de panique et des gémissements de douleur ont retenti. Qui est là? Mais ils se sont vite souvenus qu'ils étaient en plein rendez-vous secret et ont serré les dents pour ne pas crier trop fort. J'en ai profité pour donner un autre coup, puis un autre si vite qu'on ne voyait plus qu'une ombre floue dans l'air. Toute la frustration, la colère, la rancœur de ma vie antérieure ont refait surface, mes yeux sont devenus rouges. J'ai jeté le bâton et je me suis précipitée pour les corriger directement à main nue. Hommes ou femmes, je les ai attrapés par les cheveux, les giflant à tour de bras. Delphine, protégée sous le corps de Laurent, a reçu moins de coups pour le moment. J'ai plissé les yeux et lui ai donné plusieurs coups de pied bien placés aux fesses. Finalement, à bout de souffle, je me suis arrêtée. Les deux, le visage tuméfié, ont profité de l'occasion pour se couvrir le visage et s'enfuir en courant au plus profond de la roselière, sans oser se retourner. Une fois qu'ils ont disparu, je me suis retournée pour demander « Adrien, qu'est-ce que tu fais là toi aussi ?» Par hasard, juste par hasard, quelle coïncidence. J'ai voulu rentrer, mais en prenant appui sur mes jambes, mon corps est devenu tout mou. Surtout mes jambes qui peinaient à me soutenir. J'avais dépensé toute mon énergie. Enfant, c'était toujours comme ça, après une bagarre. J'ai lentement regardé Adrien. Il a hésité un instant, puis a proposé « Et si je te portais ?» J'ai ri, alors je ne me fais pas prier. Son dos était large et solide. Même à travers ses vêtements, je sentais ses muscles fermes. Allongé sur son dos, j'ai levé la tête pour admirer le ciel nocturne. Une étoile filante a traversé le ciel au loin. Par réflexe, j'ai fermé les yeux et fait un vœu en silence.
J'en ai profité pour réfléchir sérieusement à ma nouvelle vie. Je voulais réussir le concours d'entrée à l'université. Je voulais gagner beaucoup d'argent. Je voulais que tous ceux que j'aime aient une belle vie. Et enfin, j'ai maudit Laurent et Delphine pour qu'ils ne connaissent jamais la paix dans cette vie et qu'ils soient au moins moins bien lotis que moi. Mon esprit s'est mis à vagabonder, le sommeil m'a envahi. Dans un demi-sommeil, j'ai entendu le jeune homme devant moi demander d'une voix douce: Camille, qu'as-tu souhaité? En pensant à mon visage hâlé par le soleil, j'ai répondu sans réfléchir. J'ai souhaité un pot de crème de beauté. Un vœu, dit à voix haute, ne se réalise pas. Un long silence a suivi si long que je me suis encore plus endormie. Sous la douce lumière de la lune, sa voix a doucement murmuré: Compris, Camille. Ses pas étaient lents et sûrs, comme s'il portait le monde entier sur son dos. Camille, tu sais quoi? Les deux loups aux yeux bleus sont tombés la tête la première il y a quelques jours. Tôt le matin, juste après le petit déjeuner, Léa de retour, après avoir coupé de l'herbe pour les cochons, est venue chez moi toute excitée pour me raconter les dernières nouvelles. Une sale chute, ils n'ont pas pu travailler pendant plusieurs jours. On dit que le soir au dortoir, ils hurlent de douleur comme des diables. Ha ha ha! J'ai toussé pour réprimer un rire. Apparemment, la chute n'était pas assez grave. Pourquoi ne sont-ils pas morts? Tant qu'à faire. Léa m'a fait un pouce en l'air en signe d'admiration. Elle m'a regardé un instant, puis a dit soudainement: Mais au fait, comment Laurent fait-il pour choisir? Je te trouve bien plus belle que Delphine. Elle n'est que blanche et maigre, ses traits ne peuvent pas se comparer aux tiens. Puis en regardant de plus près, elle s'est exclamée surprise: Attends, est-ce que je vois double? Tu as tellement blanchi? Elle a tendu la main pour toucher mon visage. Et c'est plus lisse. Comment as-tu fait pour avoir une peau si blanche et si douce? Dis-moi vite ton secret. J'ai secoué le petit pot dans ma main, pas très sûre. C'est peut-être grâce à ça la crème de beauté. Léa a écarquillé les yeux. Camille, tu as gagné au loto. Ce n'est pas moi qui l'ai acheté. Quoi? Elle s'est raidie, son regard s'est tendu comme si elle pensait à quelque chose. Ce n'est pas Adrien qui l'a acheté, j'espère. En me voyant hésiter, ses lèvres se sont affaissées. Elle a pris une profonde inspiration et m'a regardé droit dans les yeux. Camille, dis-moi la vérité. Le considères-tu encore comme ton frère? Les mots allaient en sortir, mais l'image de ce jeune homme m'est revenue en tête. Depuis cette nuit-là, Adrien se levait avant l'aube pour travailler au champ manger sur le pouce et aller aider à tuer le cochon au village. L'après-midi, il parcourait des dizaines de kilomètres à pied jusqu'à la ville pour donner des consultations à domicile, ne rentrant que tard dans la nuit. Toute la famille était surprise par ce changement soudain, pensant qu'il avait subi un choc à l'extérieur. Après tout, notre philosophie avait toujours été de vivre simplement tant qu'il y avait de quoi manger. Nous n'avions jamais été très ambitieux. Jusqu'au jour où, en me levant, j'ai trouvé en ouvrant la porte de ma chambre un pot de crème de beauté posé silencieusement par terre, soigneusement enveloppé dans un tissu. C'est là que je me suis souvenu de ma remarque en l'air. Plus tard, au dîner, ma mère a même taquiné mon père à propos de sa façon de me gâter. Bientôt, nous devrons céder notre place. Juste un frère. J'ai regardé Léa le cœur un peu coupable. Désolée Léa. Je ne veux pas entendre, je vais nourrir les cochons. À peine avais-je ouvert la bouche que ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a immédiatement coupé court, s'est retournée et a couru vers la porte, manquant de percuter Adrien qui entrait. Elle s'est figée à baisser la tête et a couru encore plus vite. Il est arrivé au bon moment. Je ne savais pas ce qu'il avait entendu. J'ai senti mes joues chauffer, mais son visage était resté calme comme d'habitude. Camille, tu vas en ville aujourd'hui? Oh oui, je me suis retournée et j'ai pris sur la table de la machine à coudre un vêtement neuf que j'avais confectionné. Mais ça, il est resté abasourdi un long moment avant de dire: C'est toi qui l'as fait. Camille, je savais ce qui le surprenait. À cette époque, tout le monde savait faire des travaux d'aiguille de base, mais savoir couper et coudre était rare. Coudre était une compétence commune, mais confectionner des vêtements était le métier de couturière. Et c'était un métier très exigeant qui demandait des années d'expérience, une profession très respectée. Par chance, nous avions une vieille machine à coudre, la dot de ma mère. Dans ma vie antérieure, pour financer les études de Laurent, j'avais fait tous les métiers. En plus de tuer le cochon et de porter du ciment, j'avais appris la couture auprès d'un vieux tailleur, j'avais ouvert ma propre boutique et j'avais fini par travailler dans un atelier de confection jusqu'à ma retraite. Si plus tard, ma vue n'avait pas baissé et mes mains n'avaient pas tremblé au point de ne plus pouvoir enfiler une aiguille, je n'en serais pas arrivée à ramasser des ordures pour vivre. Maintenant, coudre quelques vêtements était un jeu d'enfant pour moi. Quant à mon changement, il finirait bien par s'y habituer. Sans rougir, j'ai répondu calmement: Oui, c'est moi qui l'ai fait. L'autre jour, en bricolant la machine à coudre, j'ai découvert que j'avais un don pour ça. Mon histoire était clairement inventée, mais Adrien n'a pas posé plus de questions. Pendant qu'il allait se changer, j'ai moi aussi enfilé ma nouvelle tenue. Un tissu ordinaire, une fois coupé avec talent, n'était pas seulement bien ajusté, mais aussi plein de créativité, mettant en valeur les atouts et dissimulant les défauts. J'avais une silhouette ronde peu adaptée aux vêtements amples, mais une simple taille cintrée non seulement ne révélait aucun défaut, mais me faisait paraître plus grande et plus élancée.
Quant au jeune homme en face de moi, vêtu de sa nouvelle tenue, les épaules larges et la taille fine, il paraissait encore plus grand et plus lumineux à tel point qu'on ne pouvait s'empêcher de le regarder fasciné. Je le regardais et il me regardait. Ce n'est que lorsque nos visages lui sont devenus tout rouges que nous nous sommes détournés, précipitamment sortant de la maison en parfaite synchronisation, mais du même pied. Du village au bourg, il y avait environ 15 kilomètres. La plupart des gens attendaient le tracteur de l'équipe de production pour s'y rendre, mais c'était long et peu pratique. Adrien avait donc emprunté un vélo. La route était plate et le soleil pas trop fort, nous sommes arrivés avant 9 heures. Il se rendait au bourg pour une visite de suivi chez un patient, mais il disait aux autres qu'il allait vendre des remèdes. Je savais qu'il possédait de nombreuses recettes de famille spécialisées dans les maladies rares. Il les avait depuis 7 ans, depuis que mon père l'avait ramené au village. Même si mon père l'était discret, je comprenais que ses origines n'étaient pas aussi simples qu'il le disait. Mais qui n'a pas ses secrets, il avait ses affaires, j'avais les miennes. Nous nous sommes donné rendez-vous à midi au restaurant national. Après nous être séparés, j'ai lentement arpenté la rue animée, observant les tenues des passants. Cela faisait si longtemps, je ne me souvenais plus de la mode en ville en 1967. La plupart des gens portaient du bleu ou du vert. Les articles les plus à la mode se limitaient aux chemises en tissu industriel, aux uniformes d'écoliers et aux costumes en kaki. En marchant dans la foule, je sentais de nombreux regards se poser sur moi et j'entendais des chuchotements. Dites la camarade là-bas, sa tenue est originale, mais très belle. Je n'ai jamais vu ce style de vêtements. Le grand magasin n'en vend pas, ce serait de l'importation, mais même au magasin de l'amitié, je n'en ai jamais vu. Apparemment, avec mes compétences en couture et mon sens de l'esthétique, je pouvais tout à fait gagner ma vie ici. Je me suis sentie un peu plus détendue. Ensuite, j'ai fait un tour à la librairie centrale. Pour le concours d'entrée à l'université, il fallait se préparer. Si je me souvenais bien, le concours serait rétabli l'année suivante avec la première session à la fin de l'année. Je voulais faire partie des premiers admis. Il me restait donc moins d'un an et demi. L'urgence était de trouver les manuels scolaires. J'ai parcouru toute la librairie sans succès. C'est alors que je me suis frappé le front en me souvenant qu'à cette époque, la vente des manuels n'était pas encore autorisée au grand public. J'ai soupiré. Je laisserai mon père s'en occuper, il trouverait sûrement un moyen. En continuant ma promenade, je suis entrée à la coopérative. Sur le comptoir, 4 sortes de gâteaux populaires étaient exposés: gâteaux de riz gluants, génoises, pain de Gênes et biscuits de Savoie. Mais aujourd'hui, il y avait une nouveauté: des beignets au lait. C'est sans doute pour cela que la file d'attente était si longue. Je comptais en acheter pour Léa pour me faire pardonner. À mon tour, il ne restait plus qu'une seule part de beignets. J'ai rapidement tendu mon bon d'achat et mon argent à l'employé. C'est alors qu'une main fine s'est tendue à côté de moi. Je prends ces beignets. En entendant la voix, je me suis retournée. C'était une jeune fille en robe bleue et souliers de cuir. À côté d'elle, un adolescent du même âge, en chemise industrielle, une montre de marque au poignet. De toute évidence, des enfants de bonne famille. Bien qu'ils aient grillé la politesse, personne n'a osé protester. Le vendeur a pris sans hésiter leur bon et leur argent à emballer les beignets et les leur a tendus. Mais ces deux-là ne semblaient pas du genre à apprécier ce genre de pâtisserie populaire. Effectivement, la jeune fille, une fois les beignets en main, n'a pas cessé de me fixer. Après 2 secondes de contact visuel, j'ai décidé de tourner les talons et de partir. Il cherchait sûrement les ennuis. Ma vie antérieure m'avait appris une chose: savoir céder au bon moment est aussi une forme de force. Mais les deux derrière moi ont paniqué. Grand frère, pourquoi est-elle partie comme ça? Logiquement, elle aurait dû nous supplier de lui céder la place et j'aurais pu en profiter pour poser mes conditions. Comment veux-tu que je sache? Rattrape-la vite. Ils se sont précipités pour me barrer le chemin. La jeune fille a froncé les sourcils, l'air perplexe. Et pourquoi partez-vous comme ça? Vous auriez pu au moins dire quelque chose, j'aurais peut-être cédé qui sait. Je me suis arrêtée, les regardant d'un air étrange. Le jeune homme à côté d'elle est devenu tout rouge, sa voix s'est faite plus basse. Ma sœur n'a pas de mauvaises intentions, elle voulait juste vous demander où vous aviez fait faire cette tenue. Une chose si simple, mais il fallait faire tous ces détours juste par incapacité à abandonner leur attitude de riches arrogants. Ces deux-là ne semblaient pas faits pour les affaires, ils allaient sûrement causer bien des problèmes plus tard. Alors sans ciller, j'ai répondu: c'est un vieux tailleur de mon village qui l'a faite, mais il est mort hier. Et c'est tout. Oh ah bon? Ils ont immédiatement changé de couleur, l'air embarrassé. Ah, désolée de vous avoir dérangé. Tenez, c'est pour vous. Sur ce, la jeune fille m'a fourré la boîte de gâteaux dans la main et s'est enfuie sans demander son reste. Ce n'est qu'en racontant cette histoire à Adrien au restaurant national que j'ai trouvé cela à la fois étrange et un peu drôle. Mais nous sommes vite passés à autre chose. Adrien m'a dit qu'il avait gagné 6 francs aujourd'hui. Mes yeux se sont écarquillés, je me suis frotté les mains. Avant même que j'aie pu dire un mot, il a posé l'argent sur la table et l'a poussé vers moi. Je n'en ai pas besoin, prends-le et achète ce dont tu as besoin. Adrien, tu es mon porte-bonheur. Résultat, l'argent a été entièrement dépensé. Nous sommes rentrés avec un butin de 3 kilos de porc, un paquet de crayons et de cahiers et 10 coupons de tissu, nous faisant traiter avec succès de dépensiers. Le soir, je suis allée chez Léa. Elle était en train de hacher de la nourriture pour les poules. En levant la tête, ses yeux se sont illuminés, mais se sont vite baissés. Elle continuait son travail, mais il était difficile de ne pas voir qu'elle observait en cachette ma tenue.
J'ai posé mes affaires, je me suis approchée et j'ai doucement tiré sa manche. Léa, je t'ai apporté des beignets au lait. Elle a tourné la tête, les yeux à nouveau rouges. J'ai demandé d'une voix douce, tu trouves ma tenue jolie? Elle a hoché la tête par réflexe, mais s'est immédiatement raidie se retenant. J'ai souri. C'est moi qui l'ai faite, je t'en ai fait une aussi. Elle s'est retournée brusquement surprise, des larmes coulant sur ses joues. Ouin Camille, pourquoi es-tu comme ça? Belle, c'est une chose, mais gentille en plus, et si talentueuse. Ouin. Elle a posé sa tête sur mon épaule et a pleuré un long moment. Une fois calmée, elle a essuyé ses larmes, sa voix plus légère. J'ai réfléchi. L'important, c'est que vous soyez heureux tous les deux. De toute façon, il ne me regarde pas. C'est ma faute si je suis née comme ça, avec mes yeux asymétriques. Léa avait l'air joyeuse et extravertie, but en réalité, elle était complexée par ses yeux. À ce moment, toute parole de réconfort risquait de raviver son auto-apitoiement. J'ai immédiatement coupé court. Arrête, belle demoiselle Léa, va vite essayer tes vêtements. Ce soir, on va voir un film sur la place de l'école. Il y a un film ce soir. Elle s'est levée d'un bond, a rapidement rangé ses affaires. Le cinéma était l'un des rares divertissements de l'époque. En moins d'une minute, son humeur était revenue au beau fixe. Nous ne sommes pas partis trop tard, mais en arrivant, la cour de l'école était déjà bondée. Nous avons finalement réussi à nous faufiler près de l'écran. Le film n'avait pas encore commencé, les enfants jouaient aux ombres chinoises devant le projecteur, tandis que les adultes discutaient par petits groupes. Au bout d'un moment, leur attention s'est progressivement tournée vers nous. Quelqu'un s'est exclamé surpris. C'est bien Camille là-bas, comment se fait-il qu'elle soit si jolie et si bien habillée tout à coup? C'est vrai, et à côté, c'est Léa. Qu'est-ce qu'elle porte? Je n'ai jamais vu ce style de vêtements. On dirait que ce n'est pas acheté en magasin, mais fait sur mesure. Qui peut être aussi doué? Bientôt, l'agitation a gagné les alentours, tout le monde participant à la conversation. Léa a lissé ses tresses, la tête haute, pleine de confiance. Ne cherchez plus, c'est Camille qui l'a fait elle-même. Un bref silence a suivi, puis la foule a explosé. Quoi, Camille l'a fait elle-même? Une voix discordante s'est élevée de l'arrière, accompagnée d'un petit rire. Léa ne plaisante pas, depuis quand Camille sait-elle coudre? Sans surprise, c'était Delphine. À côté d'elle, nul autre que Laurent. Leurs blessures avaient disparu, ils semblaient guéris. En croisant mon regard, Laurent a levé la tête, une lueur de surprise dans les yeux, mais il a vite retrouvé son sourire froid et a jeté un coup d'œil à Delphine. Son expression disait clairement « Tu vois, je te l'avais dit, elle reviendra d'elle-même. Et maintenant, elle fait des simagrées pour attirer mon attention. » Delphine a faim de soupirer. « Oh Camille, si seulement tu étais venue un peu plus tôt, tu aurais pu t'asseoir à côté de Laurent. » Léa a roulé des yeux avec mépris. Vous vous prenez pour des petits pains chauds qui voudraient s'asseoir avec vous. Ces vêtements, c'est Camille qui les a faits. Si tu es stupide, n'empêche pas les autres d'être intelligents. Delphine, à court d'arguments, a rétorqué. Tu parles comme si tu l'avais vu faire de tes propres yeux. Crois-le ou non, de toute façon, tu n'auras jamais l'occasion d'en porter. C'est alors que Laurent a fait semblant de tousser d'un air important. Arrêtez de vous disputer. Camille ne fait pas ta fière. Mentir de la sorte pour attirer mon attention, tu seras bien embarrassé quand tu ne pourras plus te justifier. J'ai retenu Léa qui voulait lui sauter dessus et j'ai souri doucement. Si c'est moi qui les ai faits ou non, attendez la fin du film, venez chez moi et vous verrez bien. Le film a rapidement commencé, mais la plupart des gens n'étaient plus concentrés sur l'écran. Certains étaient curieux, d'autres simplement amateurs de beaux vêtements. Tout le monde attendait la fin avec impatience. En réalité, je devais remercier ces deux-là. Leur esclandre m'avait fait une publicité formidable. Les 2 heures ont passé très vite. Nous étions partis à 2, nous sommes revenus suivis d'une longue procession. La maison et la cour étaient bondées de curieux. Alors que je réfléchissais à qui coudre une tenue en premier, la fille tout devant s'est rapidement manifesté les yeux brillants. « Camille, peux-tu me coudre une tenue? Je rentre chez moi, chercher du tissu, tu me la feras peu importe comment. » Je l'ai reconnue aussitôt, Fleur, la fille du vieux boucher du village. Adrien avait appris le métier avec son père. J'ai souri et j'ai accepté. J'ai pris un coupon de tissu, quelques traits de crayon ont suffi pour créer un patron, puis je me suis assise à la machine à coudre. J'ai enfilé le fil. Camille, tu ne prends pas de mesure? Pas besoin, mes yeux sont mon maître ruban. Plus de 30 ans d'expérience. Un seul coup d'œil et je savais quel style de vêtements convenait à une silhouette. La foule a de nouveau poussé des exclamations de surprise. Delphine a murmuré. Quelle comédie! On verra bien si elle sait même faire fonctionner la pédale de la machine. Laurent n'a rien dit, mais son regard était tout aussi sceptique. J'ai qu'à travailler si vite qu'on n'avait pas le temps de cligner des yeux. Couper, surjeter, assembler chaque geste était fluide comme l'eau qui coule. Dans la maison, les murmures se sont tus, ne laissant que le bruit régulier de la machine à coudre. Une fois terminé, j'ai repassé le vêtement et je l'ai donné à Fleur. Elle a couru chez la voisine pour l'essayer. Quelques minutes plus tard, quand elle est revenue, son visage rayonnait de surprise et de joie. « Camille, tu es une magicienne. » La foule qui s'était retenue a explosé. « Cette tenue est magnifique, je veux la même pour mon prochain rendez-vous. » Si je ne l'avais pas vue de mes propres yeux, je n'aurais jamais cru que quelqu'un puisse coudre plus vite que le vieux tailleur du bourg. Mon Dieu, je ne savais pas que Camille avait un tel talent.
Désormais, ce sera plus facile de se faire des vêtements. Fleur a été rapide, bientôt il faudra faire la queue pour passer commande. Quelqu'un de réactif a immédiatement demandé: Camille, je rentre chercher du tissu et de l'argent, tu me couds d'une tenue d'accord. Moi aussi, moi aussi. Et moi, je l'ai dit en premier: ne me doublez pas. Après avoir hoché la tête en signe d'accord, la foule s'est dispersée pour aller chercher ses affaires. Il ne restait plus que Delphine et Laurent. Laurent me regardait l'air complexe. Je ne savais pas que tu avais ce talent. J'avoue, tu es vraiment un peu différente des autres filles de la campagne maintenant. Mais pourquoi ne l'as-tu pas dit avant? Delphine lui a doucement touché la manche et il a immédiatement changé de ton. Camille coûte une tenue pour Delphine. Si tu le fais, j'oublierai ton impolitesse de la dernière fois et de cette fois-ci. Je me suis approchée, je l'ai attrapé par le col. Avec mon mètre 70, je n'étais pas beaucoup plus petite que lui, je n'ai plus pu me retenir, j'ai explosé sur place. Espèce de crétin. Quelle relation j'ai avec toi pour que tu me donnes des ordres? Tu te prends pour qui? L'intellectuel de service, avec ton niveau d'éducation de seconde zone, de quoi peux-tu te vanter? J'en ai assez de toi, fais attention à la façon dont tu me parles. Le genre de type qui se croit supérieur, qui se prend pour un intellectuel, mais qui n'est qu'un bon à rien. Tu croyais que parce que je t'aimais, tu pouvais ouvrir une usine de teinture. C'est juste que j'étais aveugle avant. Maintenant, tu n'es même pas digne de porter les chaussures d'Adrien. Regarde-toi dans une glace, en quoi es-tu meilleur que lui? Tu passes ton temps à te pavaner avec ta tête vide, égoïste, arrogant, inutile. Un vrai parasite. Vous êtes aussi minables l'un que l'autre, vous êtes déjà mis ensemble en secret, n'est-ce pas? Je parie que la roselière va bientôt être aplatie sous votre poids. Vous me preniez pour une idiote, salaud, payez-moi 300 francs, sinon je vous dénonce, vous allez voir. Oubliant toute bienséance, je me suis défoulée. Je me suis sentie incroyablement bien. Les deux autres étaient figés comme des statues. Toi, Camille, alors c'était toi. Le choc, la peur et la fureur se lisaient sur leurs visages. Ils se croyaient si discrets, mais je savais tout. Ils n'avaient jamais imaginé que j'avais été témoin de leurs ébats et qu'en plus je leur avais infligé une correction mémorable. Maintenant, ils étaient coincés. Leurs blessures étaient guéries, il n'y avait plus de preuves, mais je tenais leurs points faibles. Il fallait savoir qu'à cette époque, les relations hors mariage étaient illégales, on risquait la prison. Quelques jours auparavant, les journaux avaient rapporté qu'un célèbre acteur avait été condamné pour avoir passé la nuit avec une femme non mariée. J'ai croisé les bras, j'ai souri froidement. Arrête de bégayer. Paye, je veux l'argent tout de suite. Laurent paniqué: mais je n'ai vraiment pas autant d'argent, Camille, tu n'as vraiment aucune pitié. Toi, tu n'en as pas, mais Delphine, si. Avant de venir à la campagne, la vie de Delphine n'était pas si mal. Sa mère était morte jeune, mais son père était professeur. Ce n'est qu'après des revers de fortune familiaux qu'elle a choisi de venir à la campagne. Dans ma vie antérieure, n'ayant pas la patience d'attendre le rétablissement du concours universitaire, elle n'a pas supporté la vie au village et a cherché à retourner en ville. Mais à l'époque, les jeunes intellectuels ne pouvaient rentrer que par le travail ou les concours. Delphine avait dépensé 280 francs pour acheter un poste d'ouvrière temporaire. Quant à Laurent, après le rétablissement du concours, l'année suivante, il est retourné en ville pour préparer ses examens vivants à mes crochets. J'ai dit lentement: quand elle est arrivée, elle avait toute sa fortune sur elle. Depuis 1 an, vous avez tous les deux mangé et vécu sur mon dos, a-t-elle dépensé un seul sou. Delphine, en apparence soumise à Laurent, lui était dévouée corps et âme, mais en réalité c'était une égoïste calculatrice. Elle tirait toujours les ficelles pour que Laurent use de son charme pour obtenir ce qu'elle voulait, se servant de son corps, pour le retenir, puis le laissant me séduire, utilisant tout le monde comme un tremplin pour s'élever et finalement partir étudier à l'étranger. C'est ainsi qu'elle a atteint les sommets dans sa vie antérieure. En entendant cela, les yeux de Delphine ont brillé d'une lueur coupable. À son âge, elle n'était pas encore aussi aguerrie que dans sa vie future, un seul regard suffisait à la percer à jour. Voyant cela, Laurent a compris. Il a crié sa voix mêlée de supplication: Delphine, donne-lui l'argent, on pourra le regagner plus tard. Entre la prison et l'argent, Delphine a serré les dents et a sorti à contre-cœur de la poche intérieure de sa veste une grosse liasse de billets qu'elle m'a jetée au visage. Maintenant, je n'ai plus un sou, tu es contente. Sur ce, elle a tourné les talons et s'est enfuie. Laurent m'a lancé un regard furieux et s'est précipité à sa suite. J'ai compté les 3 billets de 100 francs, je les ai mis dans ma poche, me sentant incroyablement bien. C'est à ce moment que les jeunes femmes sont revenues avec leurs tissus, j'ai encaissé l'argent, j'ai noté les noms sur une liste. Mettez-vous en rang, s'il vous plaît. Mes parents rentraient du travail et ont croisé quelques vieilles femmes au portail. Elles les couvraient de compliments. Oh là là, votre famille va être bénie. Camille est si jeune et déjà si prometteuse couturière, quelle fierté. Mon père, ne comprenant pas encore ce qui se passait, hochait la tête en souriant. Ma mère a répondu instinctivement: bien sûr, ma fille est intelligente, depuis toute petite, elle est douée pour tout. Une fois les clientes parties, ils se sont retournés et ont vu la longue file de personnes attendant pour passer commande. Mon père a demandé à voix basse à ma mère: savions-nous que notre fille avait appris la couture? Ma mère a froncé les sourcils, a réfléchi, puis a secoué la tête. Moi non plus, je ne sais pas.
À quoi bon y penser si on ne trouve pas la réponse? Elle a agité la main. Avoir plusieurs cordes à son arc, ce n'est pas une mauvaise chose, pourquoi se fatiguer à s'inquiéter? Mon père a tapé dans ses mains. C'est vrai. À partir de ce jour, la nouvelle de mes talents de couturière s'est répandue dans tous les villages environnants. De plus en plus de gens venaient commander des vêtements. Je ne suis pas devenue riche rapidement, mais un petit flux d'argent constant entrait. Ma vie devenait de plus en plus confortable. Parfois, j'étais si débordée que je devais déléguer les tâches simples à ma mère et à Léa. Ma mère travaillait bénévolement, mais je payais Léa à la pièce. Au début, Madame Martin était un peu mécontente, mais quand elle a vu Léa rapporter de l'argent à la maison, elle s'est tue, devenant même beaucoup plus aimable avec moi. À cette époque, à part les cours d'alphabétisation pour les enfants, presque personne ne prenait les études au sérieux. Les manuels scolaires valaient moins que du papier toilette. Mon père a dû déployer beaucoup d'efforts pour trouver 3 jeux de livres au marché noir. Quand il a appris que je voulais reprendre mes études, après s'être assuré que la fièvre ne m'avait pas rendue folle, toute la famille, y compris Léa, s'est réunie en conseil. Mon père, faisons ça discrètement pour que personne ne le sache et ne nous dénonce. Ma mère, apprendre un peu plus, c'est toujours ça, de prix, ça ne peut pas faire de mal. Adrien, je suis tout ce que dit Camille. Léa, je soutiens Camille, tout ce qu'elle fait est bien. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si facile. Maintenant, nous avions les livres les élèves, mais il manquait le professeur. Nous avions étudié à la campagne, notre niveau ne dépassait pas le collège. Apprendre tout le programme du lycée en un peu plus d'1 an pour réussir un bon concours universitaire était un défi immense. J'avais quelques bases. Dans ma vie antérieure, pour me rapprocher de Laurent, j'avais suivi des cours du soir, travaillant et étudiant pour obtenir un diplôme en cours d'emploi. Même si aux yeux de Laurent ce diplôme ne valait rien, au moins j'avais appris pas mal de choses. Ce qui m'inquiétait, c'était Adrien et Léa. Après plusieurs jours de réflexion, j'ai finalement retrouvé un nom enfoui dans ma mémoire. Dans ma vie antérieure, pour aider Laurent à obtenir un poste d'enseignant à l'université, j'avais remué ciel et terre. Un célèbre professeur de finance froid, en apparence, mais chaleureux à l'intérieur, en apprenant que j'étais originaire du même village, m'avait beaucoup aidé. J'ai appris plus tard qu'il avait été envoyé en rééducation par le travail dans un village voisin pendant plusieurs années. Pour demander à être son élève, il fallait montrer sa bonne foi. Adrien apportait 20 kilos de farine fine, j'ai apporté 10 kilos de porc et Léa 2 coupons de tissu et 2 kilos de sucre blanc. Nous avons traversé une chaîne de montagnes, suivi un sentier jusqu'à une cabane en pisé, mais nous n'avons trouvé personne. Finalement, c'est dans la porcherie que nous avons découvert un vieil homme étendu par terre. Adrien s'est précipité pour l'examiner, confirmant qu'il s'était évanoui à cause d'une hypoglycémie. Il l'a porté sur son dos jusqu'à la maison. Après lui avoir fait boire un verre d'eau sucrée, il a progressivement repris conscience. Ce n'était pas vraiment un vieil homme, il avait à peine la cinquantaine, mais ses cheveux grisonnants sur les tempes le vieillissaient. En nous voyant, il a demandé d'un air indifférent « Que me voulez-vous » En entendant notre requête, il a agité la main, s'est allongé sur son lit de bois et a fermé les yeux. « Je n'enseigne pas à remporter vos affaires. Je ne suis qu'un vieil homme inutile sans aucun talent. J'ai tenté ma chance. Je suis couturière, je peux vous faire des vêtements gratuitement. » Aucune réaction. Je cuisine très bien, je peux vous apporter à manger tous les jours. Toujours aucune réaction. J'ai un médecin dans ma famille, il peut vous soigner gratuitement. Toujours impassible. Je me suis souvenue de quelque chose. J'ai pris une profonde inspiration, je me suis penchée à son oreille et j'ai murmuré. Bientôt le concours universitaire sera rétabli, vous pourrez rentrer chez vous. Ses yeux se sont immédiatement ouverts. Je me suis gratté le nez, j'ai souri légèrement. Ce n'est qu'une rumeur, mais il y a de fortes chances. Qui ne tente rien n'a rien. Le vieil homme que nous appelions désormais professeur Dubois a réfléchi un long moment avant de parler, sa voix teintée d'une certaine complexité. « Petite, tu as du cran. » Peut-être gardait-il encore une petite lueur d'espoir au fond de lui, ou peut-être s'est-il simplement laissé attendrir une fois de plus. Finalement, il a accepté. Ainsi, chaque jour, nous profitions de notre temps libre pour aller étudier avec lui pendant 4 à 5 heures. Plus tard, cette colline isolée résonnait souvent des cris énergiques du vieil homme. Combien de fois faut-il que je le répète pour que vous compreniez ? N'espérez même pas passer le concours avec un tel niveau de compréhension, même garder des cochons serait difficile. Un professeur sévère fait de bons élèves. Nos progrès étaient de plus en plus évidents. Tout en me concentrant sur mes études, je n'ai pas oublié de gagner de l'argent. J'ai rapidement accumulé une somme coquette. Mon premier contrat de couture. Ce soir-là, Adrien m'a dit qu'une de ses patientes l'avait vu porter un de mes vêtements. Elle voulait que j'aille prendre ses mesures pour lui confectionner plusieurs tenues sur mesure. Le lendemain matin, je l'ai donc suivie en ville. Nous sommes entrés dans une vieille villa de style soviétique. D'extérieur, elle paraissait usée, mais l'intérieur était rénové avec un luxe qui ne laissait aucun doute sur le statut de ses propriétaires. La maîtresse de maison était une femme d'une vingtaine d'années, vêtue d'une robe longue et raffinée, son visage empreint d'un charme indescriptible. Un grain de beauté vermillon au milieu de son front, ajouté à son aura envoûtante.
En la reconnaissant, j'ai failli ne pas pouvoir contenir mon excitation. Jasmine, l'une des actrices les plus célèbres des années 70 et 80. J'avais été une de ses plus grandes fans, ma maison était tapissée de ses affiches. On disait qu'elle s'était mariée très jeune avec un haut fonctionnaire. À l'époque, elle commençait à peine à être connue, mais à la fin de 1978, grâce au film Le Chat Bleu, elle deviendrait une star nationale, lançant en même temps une véritable mode. Jasmine était très amicale, elle m'a souri et m'a fait signe. Ne soyez pas timide, asseyez-vous, prenez un thé, nous allons discuter tranquillement. En apprenant que je n'avais que 17 ans, elle n'a montré aucun doute sur mes capacités. Au contraire, elle m'a félicité pour mon talent précoce. Elle m'a fait part de nombreuses idées et exigences, espérant que je pourrais les réaliser. Puis elle a ajouté un peu désemparée: regardez-moi, je vous dis tout un tas de choses compliquées. Mes idées sont peut-être trop complexes, trop audacieuses. J'ai vu beaucoup de tailleurs, mais ils sont soit trop conservateurs, soit trop rigides dans leurs pensées. Personne n'a jamais réussi à faire exactement ce que je voulais. Ne vous inquiétez pas, Camille, essayez, faites comme vous le sentez, sans pression. J'étais sûre de mon avantage. J'avais vécu une autre vie, je connaissais très bien ses goûts et j'avais une bonne intuition des tendances futures de la mode. Pendant qu'Adrien l'examinait, j'ai pris un crayon et du papier et j'ai commencé à dessiner des croquis. Quand il a eu fini, j'avais moi aussi terminé. Jasmine a regardé les dessins stupéfaite un instant, puis elle s'est levée d'un bond tapant du pied d'excitation. Mon Dieu Camille, c'est exactement ça que je veux. Quand pouvez-vous commencer? Le prix n'a pas d'importance. J'ai souri radieusement. En fait, j'ai vu vos films Madame Jasmine, je vous admire beaucoup. Pour le prix, ce sera le tarif normal et pour le délai, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai la priorité. J'ai montré ma bonne foi avec sincérité. Comme prévu, son regard s'est fait encore plus brillant, moins formel et plus chaleureux. En réalité, j'avais aussi mon propre calcul. Plus tard, quand j'élargirai mon entreprise et créerai ma marque de mode avec le soutien de Jasmine, j'aurai la meilleure ambassadrice possible. Même une simple chemise, si elle la portait, deviendrait une tendance. À ce moment-là, je n'aurai plus à me soucier des clients. C'est alors qu'un jeune homme et une jeune fille sont entrés. À peine la porte franchie, le garçon, qui n'était autre que Léo, s'est plaint avec une moucaline. Ma tante, le petit guérisseur, est-il déjà là? Je me sens si fatiguée ces derniers temps, il faut qu'il m'examine. La fille à côté, Sophie, n'était pas en reste minaudant d'une voix douce. Ma tante, la petite couturière, est-elle arrivée? Je n'ai plus de belles robes à me mettre, il faut qu'elle m'en couse deux. Jasmine, le regard tendre, les a gentiment réprimandés. Allons, ils sont ici. Ils se sont retournés, nos quatre regards se sont croisés. En me voyant, ils se sont exclamés en chœur: c'est vous? Quelle coïncidence! C'étaient les deux frères et sœurs qui s'étaient disputés les beignets avec moi à la coopérative. Jasmine perplexe: qu'y a-t-il? Vous vous connaissez. Cette fois, nous avons répondu tous les trois en chœur non. Ils étaient gênés par leur impolitesse de la dernière fois, craignant que je ne les dénonce, et moi j'étais gênée par mon mensonge de l'autre jour. Seul Adrien avait tout compris. Comme pour sauver la situation, Léo m'a jeté un coup d'œil à rougi et a dit: ma tante, j'étais juste surpris de voir à quel point cette couturière est jolie. Jasmine, moi, Adrien, nous n'avons rien dit. Ce n'est qu'au moment de prendre le pouls et de prescrire une ordonnance au jeune homme qu'Adrien a discrètement ajouté une dose de gentiane à la préparation. L'hiver est passé, l'été est revenu. Les récoltes ont été faites, les réserves allaient constituer pour l'hiver. Un jour ordinaire, le haut-parleur du village a soudainement diffusé une nouvelle qui a secoué tout le pays, ouvriers paysans, jeunes intellectuels envoyés à la campagne, soldats démobilisés et bacheliers pouvaient tous s'inscrire au concours sous réserve de remplir les conditions. Les candidats devaient avoir un niveau de culture équivalent au baccalauréat, s'inscrire volontairement et passer un examen centralisé. Immédiatement, la nouvelle du rétablissement du concours universitaire est devenue le sujet de conversation brûlant dans tout le pays. Les manuels scolaires, autrefois dédaignés, sont devenus si recherchés qu'ils étaient en rupture de stock. Certains se réjouissaient, d'autres s'inquiétaient. Pour ceux qui avaient abandonné leurs études depuis longtemps, 4 mois de révision étaient totalement insuffisants. Pour consolider nos connaissances et augmenter nos chances de réussite, nous avons tout mis de côté pendant les 4 derniers mois. Sur la colline isolée, le nombre d'étudiants augmentait de jour en jour, des adolescents aux adultes et même des personnes âgées. Tous suivaient attentivement le professeur Dubois au milieu d'eux qui expliquait la leçon avec ferveur. Il était leur dernière lueur d'espoir pour un avenir meilleur. Quand les premières neiges ont recouvert la Terre, le concours universitaire a officiellement eu lieu dans tout le pays. Plus de 11,6 millions de candidats se sont présentés. Ce fut le plus grand concours de l'histoire du monde, s'étalant sur plus d'un mois. En remplissant mes vœux, j'ai choisi la filière design de mode. Même si j'étais autodidacte pour aller plus loin, j'avais besoin d'une formation officielle. Adrien voulait faire médecine, mais hésitait entre la médecine traditionnelle et la médecine occidentale. Je l'ai vivement encouragé à choisir la chirurgie. Adrien avait un don pour tuer le cochon, ses gestes étaient précis et rapides, il lui suffisait de toucher pour savoir où se trouvait l'os. Le cochon était mort avant même d'avoir saigné. C'était la marque d'un chirurgien talentueux.
Plus important encore, de nombreux hôpitaux dans le pays ouvraient déjà des services de chirurgie esthétique. Si je me souvenais bien, dans environ 5 ans, l'industrie de la beauté connaîtrait un boom dans les grandes villes. C'était sans aucun doute une opportunité commerciale en or. Quant à Léa, elle avait choisi dès le début la filière finance. En attendant les résultats, j'ai continué mon travail de couture. Adrien était toujours occupé par ses consultations et Léa avait une méthode de décompression très particulière, aller aux nouvelles à l'entrée du village. Un jour, elle est venue me voir toute excitée pour me raconter une nouvelle croustillante. Camille, tu sais quoi, Laurent et Delphine n'ont pas participé au concours cette fois-ci. J'étais un peu surprise. Comment ça? On dit qu'ils se sont violemment disputés 2 jours avant l'examen. Delphine avait une liaison secrète avec le fils du directeur de l'acierie et Laurent les a surpris en flagrant délit. Et après, les trois se sont battus et dans la bagarre, Delphine est tombée. Elle s'est plainte de violentes douleurs au ventre et à l'hôpital, on a découvert qu'elle avait fait une fausse couche. Etsande. J'étais abasourdie. L'enfant était de qui? Léa a haussé les épaules. Aucune idée, mais on dit que le lendemain matin, ils ont fait leur bagage et ont quitté la ville. Ils n'avaient probablement plus le courage de rester. Ils sont peut-être partis s'installer ailleurs. Je suis restée silencieuse. Quelle ironie! Mais je n'avais plus envie de m'en préoccuper. Tout le village était occupé à accueillir de nouveaux changements. Bientôt, ces deux-là seraient oubliés. La lettre d'admission est enfin arrivée chez Madame Martin au village. Le cœur de Léa, qui était resté suspendu si longtemps, a enfin pu se détendre. Elle m'a serré dans ses bras, riant et pleurant de joie. C'est génial, Camille. Finalement, je peux venir avec vous à Paris. La veille de notre départ, une lettre de Paris est arrivée chez moi. Le destinataire était Adrien. C'est là que j'ai appris qu'avant d'être recueilli par ma famille, Adrien avait un vrai nom et qu'il était le descendant d'un médecin de la cour royale, un nom qu'il ne pouvait simplement pas utiliser. La lettre disait en substance que son grand-père était à l'agonie et espérait qu'il pourrait immédiatement se rendre à Paris pour réintégrer la famille. Nous avons fait nos bagages à la hâte. Après 3 jours et 3 nuits de train cahotant à notre arrivée, son grand-père était déjà enterré. Sa famille était un grand clan avec de nombreux descendants, bons et mauvais. Tous espéraient profiter de la mort du patriarche pour se disputer l'héritage. Les parents d'Adrien étaient morts jeunes, personne n'était vraiment ravi de son retour. Ainsi, avant même d'avoir eu le temps de boire une tasse de thé, nous avons été mis à la porte. Heureusement, nous ne sommes pas partis les mains vides. Ils lui ont donné un vieil atelier abandonné à Paris et 50 000 francs. Une aumône pour une famille riche, mais assez pour que des pauvres comme nous puissent vivre toute une vie. Adrien t'a dit que ce qui était à lui était à moi. Ah, quelle chance! Un local, un capital de départ, j'ai immédiatement fait venir mes parents à Paris. Toute la famille s'est unie pour ouvrir un atelier de couture, créant officiellement la marque de mode Camille. L'atelier Camille a officiellement ouvert ses portes. Grâce à ma relation avec l'actrice Jasmine, Camille est devenue le fournisseur de costumes pour le film Le Chat Bleu. Le film a été un énorme succès au box-office. Les tenues des acteurs principaux sont immédiatement devenues une tendance nationale. La marque Camille a fait sa première apparition publique, commençant à se faire un nom. En me basant sur les souvenirs de ma vie antérieure, j'ai investi successivement dans une série de films à succès, tout en anticipant les tendances. J'ai produit en série des styles de vêtements populaires aux chauves-souris, chemisiers à fleurs costumes, tenues de sport, robes rouges, jeans, pantalons, pattes d'éléphant, pulls. La marque Camille est devenue célèbre dans tout le pays. Porter du Camille est devenu la norme de la mode. De la tête aux pieds pour les grands et les petits, Camille s'occupe de tout. Profitant de la vague de l'époque, après avoir obtenu notre diplôme, nous avons déménagé à Marseille pour nous développer. La clinique de chirurgie esthétique Camille a officiellement ouvert ses portes. Rhinoplastie, augmentation mammaire, chirurgie des paupières. Chaque opération coûtait plus de 300 francs, mais les clients affluaient. De la mode, je suis passée à l'investissement dans l'industrie de la beauté. Le mariage, ce sera pour plus tard d'abord l'argent, et ça deux. Une nuit, après une séance d'exercice au lit, Adrien a soudainement frotté sa tête contre mon épaule minaudant. « Camille, quand est-ce qu'on se marie ?» Je lui ai jeté un coup d'œil et j'ai sorti nonchalamment mon carnet de plans. À l'intérieur, mes projets d'investissement étaient notés. Acheter un appartement à Paris, acquérir un hôtel particulier, investir dans des actions en bourse, acheter des bitcoins, investir dans les smartphones, investir dans l'Internet. J'ai souri et j'ai répondu avec détachement « Désolé, votre demande a été rejetée par votre petite amie. Elle a l'intention de gagner de l'argent d'abord. » À peine avais-je fini ma phrase que le monde a basculé, je me suis retrouvée plaquée sur le lit. Une force sans ménagement, celle d'un homme clairement très frustré. J'étais prisonnière sous son corps, son souffle chaud sur mon oreille, sa voix pleine de griefs. Compris, madame la directrice.